bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Dans cette première capsule interview, tu vas rencontrer des hommes et des femmes inspirants, entrepreneurs de cœur au service de l'humain, pour créer plus de conscience avec soi-même, les autres et ainsi que le monde. Une capsule pour t'aider à t'aligner à ce qui vibre pour toi, mais également à ton pouvoir créateur afin de reprendre ou prendre en main ta santé, tes relations, ton leadership et tes rêves. Alors n'oublie pas, la responsabilité est le prix de la liberté. Aujourd'hui découvre Edmé, mentor business. Elle accompagne les entrepreneurs et les leaders à reprendre leur pouvoir sur leur vie pour élever leur business, leur carrière et leur conscience. Edmé est une mentor pragmatique, sensible et spirituelle. Je te laisse découvrir notre entretien. N'hésite surtout pas à partager cet épisode au plus grand nombre. Et puis si tu as des questions, Edmé et moi, on est disponibles pour toi sur les réseaux ou par mail. On serait ravis d'échanger avec toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue Edmé, bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir. Alors, je te laisse te présenter. Dis-nous qui tu es, parle-nous un petit peu de ton parcours pro, de ce que tu fais actuellement. Bien, Jen, merci déjà pour l'invitation que j'ai acceptée vraiment avec plaisir parce que j'adore ton travail, ça me parle beaucoup. Donc, c'est un honneur pour moi d'échanger avec toi aujourd'hui et de parler de ce que je fais et de qui je suis. Voilà. Alors, pour que ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Edmé Dena. Je suis coach et thérapeute. Donc, j'ai deux activités. Une activité où j'accompagne sur le business et la carrière. Donc, j'accompagne les gens à se recentrer sur le sens qu'ils souhaitent donner à leur métier, à se connecter aux sensibles et à se transformer, voilà, en devenant les leaders de leur vie. Mais toujours sous un angle business et carrière. Et j'ai une partie qui est plus thérapeutique et spirituelle, où je vais accompagner en mentoring spirituel et en thérapie, particulièrement en karma-thérapie. Voilà. Super, ça fait beaucoup de flèches à ton arc. Qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers l'accompagnement? Parce que tu as toujours fait ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ton parcours pro? Oui, d'une certaine manière, j'ai toujours fait ça. Donc moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que juriste fiscaliste à Paris, dans un cabinet d'avocats, parce que j'ai étudié le droit des affaires et la fiscalité. Puis j'ai vite compris que ça manquait un peu de sens pour moi, voilà, d'aider des gens riches à être encore plus riches. En gros, c'était ça ce que je faisais. Et j'avais envie de me reconnecter à l'humain, mais je ne savais pas trop comment faire. Donc, je suis partie presque 8 ans en entreprise où je suis devenue manager, directeur, general manager. Et j'ai accompagné des équipes entre 30 et 700 personnes. Donc, je suis devenue manager de manager, en fait, et j'accompagnais les personnes à développer leurs compétences et aussi à travailler avec leurs équipes. Donc, pareil, là, j'avais plein de cordes à mon arc. Je faisais du management, du RH, la logistique, la gestion, etc. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, toute cette partie logistique, RH, licencier des gens, faire du disciplinaire, faire de la politique aussi avec des prestataires externes, ça ne m'intéressait plus. J'avais envie de me concentrer uniquement sur l'humain et le développement de compétences. Et donc, je me suis formée au coaching. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais faire la même chose, mais en externe. Continuer à accompagner les managers et les cadres. Et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Donc, je suis devenue coach. Waouh! Et au début, parce que maintenant tu parles beaucoup par rapport à la spiritualité, mais au début, est-ce que c'est quelque chose qui était inclus dans ton travail? Enfin, on en reparlera peut-être un peu plus loin, parce que c'est quand même de juriste, c'est quand même quelque chose d'assez très cartésien, on va dire. Ensuite, on passe du coaching, même si le coaching peut rester aussi cartésien. Mais après, il y a quand même cette base très spirituelle qui revient dans tes accompagnements. Ça a toujours été le cas ou ça s'est vraiment fait petit à petit?
Alors, je ne sais pas si ça s'est fait petit à petit. Ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas assumé tout de suite et ce n'était pas transparent sur mon site ou dans mes offres. Maintenant, ça a toujours fait partie de moi. Et c'est marrant parce que au départ, quand j'ai créé ma société il y a 5 ans, j'accompagnais des managers. Alors, j'étais vraiment sur quelque chose de très formel, très propre. Mais dans mon être, il y a quelque chose de très spirituel. Et je pense que mes clients ont senti. Je pense qu'à partir de la deuxième ou la troisième année, ouais, la deuxième année, je dirais, ils ont commencé à me renvoyer cette dimension spirituelle. Moi, ça m'étonnait beaucoup parce que c'est pas quelque chose sur lequel je communiquais, c'est pas quelque chose que je mettais en avant. Et sur une courte période, on va dire peut-être 5 mois, j'ai plusieurs clients qui ne se connaissaient pas, qui m'ont dit, mais il y a une dimension spirituelle dans ton accompagnement, j'ai l'impression de m'être reconnecté à Dieu, j'ai l'impression de m'être reconnecté au divin, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de sens dans ma vie. Voilà, en fait, ils me partageaient des bénéfices de mes accompagnements que moi, je ne mettais pas en avant. Jusqu'à un moment où j'ai un institutionnel qui est venu me voir, voilà, quelqu'un qui faisait de la politique, qui m'a dit bah, j'aimerais que tu m'accompagnes sur la dimension spirituelle. Au début, il était venu me voir pour de la process com et de l'influence, de la communication, parce que moi, j'accompagne sur ça. Et puis, très vite, il m'a dit bah, je vais t'accompagner sur le plan spirituel. Et c'est vrai que cette demande, ça a créé une rupture de pattern, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire, j'ai eu une espèce de fracture mentale où je me suis dit, c'est très bizarre, en fait, parce que je ne communique pas du tout sur ça. En plus, j'accompagnais plus des managers, des cadres en entreprise. Et là, c'était un peu un institutionnel qui sortait de nulle part. Et je me suis posé la question, mais pourquoi il vient me voir moi pour du mentoring spirituel? D'où ça sort? Et après, j'ai capté que c'était ma vibration. Je communiquais pas dessus, mais en fait, par ma vibration et mes accompagnements, par mon être, c'est ce que je partageais à mes clients. Et d'ailleurs, c'est un point hyper important de l'entrepreneuriat parce que ça peut être aussi l'inverse. Des fois, on peut jouer un rôle, on va dire, et se créer une identité, mais ce qu'on est au plus profond, ce n'est pas ça. Et en fait, ce qu'on va vibrer, c'est ce qu'on est au plus profond. C'est pas forcément ce quoi on communique, en fait. Je ne sais pas si ça te parle, cette notion de d'être et de faire et de communication. Si, si, beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pour toi ta version de la spiritualité, et notamment bah, dans le business en fait? Qu'est-ce que c'est avoir un business avec ça, en incarnant en tout cas sa part pardon, spirituelle? Parce que c'est vrai que bon, au final, la spiritualité, c'est propre à chacun. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi? Alors moi, ce que j'entends dans ta question, c'est qu'est-ce que c'est un business conscient? Parce que moi, j'accompagne sur le leadership conscient et le business conscient. Déjà, c'est un business où on va être connecté au sensible. C'est-à-dire que je ne vais pas seulement prendre des choix ou une direction que de manière pragmatique, mais je vais aussi faire appel à mon intuition, à tous mes sens pour prendre des décisions. Et des fois, je vais prendre des décisions qui n'ont pas l'air pragmatiques, mais qui finalement sont rationnelles, qui sont les bonnes décisions pour mon business. Donc ça, c'est la première partie, la dimension où tu es connecté au sensible. La deuxième partie, c'est la contribution. Est-ce que mon business me sert uniquement à moi, à m'enrichir, à nourrir quelque chose d'égotique, ou est-ce que j'ai envie de contribuer par mon unicité, qui passe par mon entreprise, à quelque chose de plus grand, contribuer au collectif? Alors, quand je dis contribuer au collectif, euh, c'est vraiment à différents niveaux. Il y a des personnes, ça va être au niveau de leur ville, au niveau social. Il y a des personnes, ça va être au niveau national, international, peu importe. Mais c'est contribuer à quelque chose pour l'autre. Il y a vraiment cette dimension-là dans le business conscient. C'est qu'est-ce que je partage par qui je suis et qui va faire avancer le collectif. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Je pense que quand tu as cette part spirituelle, on veut avant tout aider l'autre au final, aider l'humain, aider la vie.
par notre business et par ce qu'on veut apporter. Il y a un point que j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu, c'est tu te qualifies de pragmatique sensible. Donc là, tu l'as déjà évoqué un peu ce mot pragmatique. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence avec l'hypersensibilité, par exemple, vu que tu accompagnes, hein, je sais que tu accompagnes les pragmatiques sensibles et les hypersensibles. C'est quoi la différence? Alors, il y a pas mal de différences. Déjà, les deux sont connectés aux sensibles, mais je dirais qu'il y a vraiment deux grosses différences. C'est la perception, la porte d'entrée en fait de connexion avec le monde. L'hypersensible, sa porte d'entrée, c'est l'émotion. Donc, il va tout voir en premier sous le prisme de l'émotion. Voilà, c'est sa porte d'entrée qui l'amène vers le monde. Le pragmatique sensible, c'est la rationalité et le pragmatisme, même s'il est connecté au sensible. Donc déjà, dans la manière d'aborder et de percevoir le monde, il y a une très grande différence. Les deux vont devoir équilibrer leur énergie, donc yin-yang, le masculin, le féminin. Au départ, pour quelqu'un qui n'est pas averti et qui n'a pas développé sa spiritualité, il y aura forcément un déséquilibre. Donc l'hypersensible va avoir une énergie yin naturellement plus développée, donc il va être plus connecté, on va dire, au sensible, à la spiritualité, à son intuition, alors que le pragmatique sensible, lui, va avoir une énergie yang qui va être très développée. Et il va devoir se connecter à son énergie yin. Donc, c'est comme deux polarités inversées qui vont devoir travailler sur l'équilibre de leur énergie. L'autre chose qui les différencie, je dirais que c'est par rapport à la prise de décision et la motivation. L'hypersensible est en cadre externe, c'est-à-dire que naturellement, pour prendre ses décisions, il va aller chercher la réponse à l'extérieur de lui-même. Il va chercher une validation dans son environnement. Alors que le pragmatique sensible est en cadre interne, ça veut dire que pour sa prise de décision, il peut capter des informations, mais sa prise de décision vient de l'intérieur. Il a une grande sécurité intérieure. Donc, il n'y a pas de meilleur profil parce que les deux ont leur tare, en fait. C'est très intéressant parce qu'au final, vu qu'on a quand même 2 énergies, il y en a une, ça va être beaucoup plus yin, donc l'hypersensibilité, moi, c'est ce que je dis, c'est vraiment un excès, on va entre guillemets, hein, de yin qu'il faut apprendre, à mieux équilibrer et le pragmatique, du coup, cet excès, enfin, de yang, entre guillemets et quand tu vois, au final, la manière dont on va ensuite prendre nos décisions, interagir, comme tu dis, on attend beaucoup de l'extérieur, alors que le pragmatique, ça va être beaucoup à l'intérieur de lui, cette décision. Et c'est là où des fois, on pourrait penser le contraire avec l'hypersensibilité, ou même si on est très connecté à nos intuitions, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup placer notre pouvoir des fois hein, dans le cadre extérieur, ce qui fait qu'on peut avoir tendance à avoir un mental qui est vite exacerbé, on peut être vite perdu dans nos pensées. Et je pense que la qualité du pragmatique, c'est qu'il peut vraiment arriver à tempérer et à être, avoir une clarté d'esprit. En tout cas, moi, je le vois un peu plus dans cette différence quand je te vois même, parce que je sais que tu es pragmatique et que moi, je suis hypersensible et on en avait déjà un petit peu parlé. Oui, mais ce que tu vois là chez moi, c'est une énergie qui est déjà équilibrée, mais ça n'a pas toujours Ouais. été le cas. Quand j'étais déséquilibrée au niveau des énergies, mon ancrage n'était pas un avantage, puisque j'étais trop ancrée dans la matière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais dissociée de mes émotions, dissociée de mon corps. Donc ça peut paraître là dans la vie, ah super, parce que socialement, le pragmatique sensible, quoi qu'il se passe, va toujours avancer, va toujours être productif. Mais la productivité, ça ne fait pas tout. Il y a une question d'hygiène de l'être. Donc, il va couper ses émotions, il va se couper de ses intuitions, ce qui fait qu'il ne va pas forcément prendre des décisions qui sont écologiques pour lui. Mais de l'extérieur, socialement, on a l'impression qu'il avance et qu'il est performant. Et donc, ce qui est intéressant dans les deux profils, hypersensibilité et pour les pragmatiques sensibles, c'est que leur force peut devenir leur plus grande faiblesse s'ils ne sont pas équilibrés. L'hypersensible qui est hyper connecté, c'est pas équilibré, ça devient cacophonique.
il peut devenir dépressif, il peut même penser qu'il est bipolaire, parce que c'est tellement cacophonique, il y a tellement de variations au niveau des émotions que c'est compliqué. Alors qu'à la base, c'est quand même super d'avoir une intuition, d'être connecté à son environnement, d'être connecté au vivant. Mais en gros, si c'est pas équilibré, ça devient compliqué pour les deux. Mmh mh. Tout à fait. Là, je te partage mon point de vue, hein, je n'ai pas la science infuse, hein, c'est vraiment Oui, bien sûr. ce que j'ai pu observer de, des accompagnements que j'ai pu faire et puis aussi de ma propre expérience. Comment tu as pu, du coup, retrouver un équilibre? Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors, qu'est-ce qui m'a aidé? Déjà, c'était pas volontaire de retrouver un équilibre, donc ça, c'est important de le dire. C'était pas volontaire dans le sens où je me suis pas levée un matin, je me suis dit: «Oh, j'ai des énergies déséquilibrées, donc je vais travailler sur moi et puis tout ira bien». Non, non, c'était, en gros, le gros bordel dans ma vie parce que j'étais tellement dissociée de mes émotions que ça m'a amenée à prendre des décisions et à avoir une vie qui ne me convenait pas et qui ne me ressemblait pas. Même si socialement, bah, j'avais des signes extérieurs de réussite, mon être, mon âme n'était pas satisfaite. Et donc à force de refouler ces émotions, ce qui arrive le plus souvent, c'est quoi? C'est de la somatisation. Donc j'ai commencé à développer, à somatiser en fait, développer des mots physiques qui ont pris des années en fait à se développer puisque je ne les écoutais pas, hein, je faisais fi. Je travaillais énormément et je ne ressentais pas de douleur physique. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire: il y a un souci» et que j'ai arrêté de travailler, que j'ai créé ma société, tout est ressorti d'un coup. Mon corps s'est complètement détraqué. J'ai eu une tumeur au foie, j'ai eu des problèmes d'estomac, j'ai perdu 12 kilos en peut-être 4-5 mois. Je ne pouvais absolument plus manger parce que en fait, tout ce que j'avais réprimé pendant 30 ans est sorti d'un coup. Donc c'est ça qui m'a reconnecté à mon corps, c'est ça qui m'a amené à rééquilibrer les choses parce que bah, par la force des choses, j'ai dû me demander en thérapie: «Qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, j'ai compris que j'étais pas heureuse, que j'avais pris des décisions, qui allaient à l'encontre de qui j'étais et qui j'avais envie de devenir et j'ai dû faire un reset. Donc j'ai changé de vie, complètement. Voilà, mais j'ai Bravo. été accompagnée, en thérapie, par un psychiatre, psychothérapeute pendant, plus de 3 ans et encore une fois, c'était pas, un souhait puisque quand j'ai fait ma formation de coaching à HEC Paris, la thérapie est obligatoire. Donc moi, j'ai commencé une thérapie par «obligation» entre guillemets Ah ouais, je savais pas ça. et donc ma formation a duré 1 an. Donc j'ai fait ma thérapie chaque semaine pendant 1 an et puis, j'ai vu, bien entendu les bienfaits de la thérapie, donc j'ai continué bien après. Le psychiatre m'a accompagnée, pendant mes 2 premières années de pratique. C'était presque mon superviseur, donc c'était ultra cool. Ouais, je pense que c'est, enfin, je pense que tout le monde devrait faire une petite thérapie. Je pense que c'est hyper, enrichissant, même si, ça a dû être aussi, bouleversant pour toi. Ouais, c'était très, très éprouvant. Surtout que moi, j'avais des séances, le psychiatre avec lequel je travaillais, il fait des séances d'1 demi-heure. Donc tu te dis: «Ah 1 demi-heure, c'est rien», mais en fait, il te pose tellement les bonnes questions qu'au bout d'1 demi-heure, tu es rincé. Donc c'était super. Moi, j'ai rencontré, c'est là que j'ai rencontré mon ombre. Voilà, toutes les parties de moi que j'acceptais pas et je pense que ça a été une des plus belles expériences, de ma vie avec le fait de devenir mère. Ça m'a permis de me rencontrer. Ouais, ouais, C'était pas un chemin carrément. tranquille. Des fois, ce qui est super et les super expériences de vie sont désagréables. Quand je l'ai fait, c'était désagréable. Par contre, tout ce que ça m'a apporté, c'est tellement incroyable que moi, j'invite tout le monde, à le faire, mais en même temps, c'était à la hauteur de tout ce que j'acceptais pas, de toutes les parties de moi que je mettais de côté. Donc forcément, j'avais des gros bébés dans le dans le sachet. Ah, il y a quelque chose de très très initiatique, hein, au final, je pense, que ça soit, dans quand tu entames un chemin, d'entrepreneur, comme tu dis, le chemin d'être mère et aussi après, dans le couple, hein. Je pense que c'est des choses où, bah, ça nous bouleverse, ça nous confronte, ouais, à nos parts de lumière aussi parce que je pense que tu
avais déjà tes forces et puis avec l'entrepreneuriat, ça a dû même les développer encore plus. Mais il y a vraiment aussi ce côté où on fait face, à nos ombres. Est-ce que toi, tu as un peu dealé avec, le syndrome de l'imposteur ou tu t'es toujours sentie, légitime de faire ce que tu fais? C'était quoi en fait, le gros blocage peut-être, par rapport à ça si, j'en reviens sur le côté de l'entrepreneuriat? Alors le gros blocage, je dirais pas que j'ai eu de gros blocages, parce que ce que j'entends quand tu me dis gros blocage, c'est quelque chose qui t'empêche de passer à l'action, c'est ça? Qui t'empêche de réaliser tes objectifs? Ouais, peut-être, ouais, par rapport à ça ou, si j'en reviens même par rapport à la spiritualité, vu que c'était quelque chose que tu faisais pas avant et après ça c'est venu à toi par le biais de tes accompagnements. Est-ce que, au départ, tu as eu du mal justement à montrer cette spiritualité ou, tu t'es dit: «Bah non, c'est bon en fait maintenant je vais parler de ma spiritualité vu que mes clients ils m'en parlent»? Alors, il y a 2 questions différentes. Je vais d'abord répondre à la spiritualité. Ouais. Ce qui s'est passé, comme je t'ai dit, c'est que ce sont mes clients qui m'ont amené cette partie spirituelle. Et je pense que l'univers, Dieu, a voulu me donner un message parce que c'était vraiment sur une courte période. C'est comme Ouais. si Dieu me disait, là, t'es prête. Là, t'es prête. Parce que tout le monde me l'a dit en même temps et c'était plein de personnes qui ne se connaissaient pas. Et donc, ça m'a quand même beaucoup interpellée. Je me suis dit, ah, c'est bizarre quand même que toutes ces personnes me disent ça en même temps. Et j'en parlais justement avec mon psychiatre, psychothérapeute. Mais je lui dis, mais je pense que je vais communiquer sur cette partie spirituelle dans mes accompagnements. C'est bizarre que les gens viennent me voir pour ça. Et lui, il m'a dit, ouh là là, vous savez, lui, très pragmatique. Vous savez, ça peut être mal pris, la spiritualité, je vous connais, je sais ce que ça veut dire pour vous, mais pour beaucoup de personnes, la spiritualité, ça peut être mal perçu. Et puis, il me disait ça, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, c'est pas juste en fait ce qu'il dit. C'est pas juste. Là, c'est le tournant. Je sentais que je devais refaire tout mon site, que je devais donner une nouvelle direction à mon activité, que je devais communiquer clairement dessus. Et tu vois, quand je t'en parle, j'ai des frissons. J'ai su que c'était un moment charnière, en fait, dans mon entreprise. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, donc et puis après, bah, j'ai pu accompagner d'autres profils, c'est-à-dire des entrepreneurs pragmatiques aussi, sensibles aussi, hypersensibles aussi, mais sur la partie vraiment, tu vois, business, comment on connecte le business et le sensible, ce que je ne faisais pas forcément avant. Il y avait une dimension spirituelle, mais pas sur le business conscient. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu explorer parce que j'ai communiqué dessus. Je disais à une de mes clientes avec qui j'ai fait un live récemment, elle est un peu scientifique, elle est vétérinaire, elle habite à La Réunion, c'est une de mes clientes réunionnaises. Et à un moment, dans sa carrière, là, elle s'est dit, quand je l'ai rencontrée, moi, je ne veux plus ouvrir les animaux. Je ne veux plus ouvrir les animaux, je veux plus, voilà, je veux plus faire de chirurgie. Et elle a voulu faire de la com animale, tu vois. Donc là, c'est complètement la dimension sensible de son business. Et moi, je l'ai accompagnée justement sur cette transition. Comment je passe de vétérinaire à faire de la communication animale. Mais toujours prendre soin des animaux, toujours accompagner aussi les propriétaires des animaux et en même temps développer un business qui est rentable. Pourquoi je te parle de cette cliente? Parce que si je n'avais pas fait ce tournant, je ne l'aurais jamais rencontrée. Parce qu'elle cherchait quelqu'un qui avait des connaissances dans la stratégie de développement de business et en même temps qui était connecté au sensible. Chercher une autre approche du business. Donc ça a été vraiment le tournant. Ensuite, on va dire le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si j'ai vraiment eu le syndrome de l'imposteur ou des gros blocages. Si tu veux, je peux avoir des appréhensions de manière générale dans la vie ou des peurs comme ça qui arrivent. Je me dis, oh, j'ai jamais fait ça, est-ce que les gens vont me juger, etc. Je me le dis, mais moi, ça ne m'empêche jamais de passer à l'action. Donc, je ne vais pas considérer que c'est un blocage, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est un truc que je vais me dire le premier jour quand je ne l'ai pas fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Comme la première fois, par exemple, que j'ai fait une émission télé sur mon activité. Forcément, tu as une appréhension parce que tu n'as jamais été sur un plateau, mais je le fais, quoi. Et puis après, je vois ce qui se passe.
Mais c'est déjà une belle leçon là, en plus, ce que tu dis, tu sautes dans le vide en fait. Tu fais face à l'inconnu. Je pense que le stress, il est normal, quand on sait pas, mais ça t'empêche pas, la peur, elle te bloque pas quoi, elle te fiche pas. Oui, et puis c'est aussi, je pense, une erreur de croire qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais peur. Comme dit, je pense qu'il y a des gens qui ont peur, mais ça ne les arrête pas. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu dans tes accompagnements, dans les entrepreneurs, les leaders que tu accompagnes, alors hypersensibles ou pragmatiques, hein, ça peut être aussi, les 2. C'est quoi les problématiques que tu rencontres souvent? Est-ce qu'il y en a une un peu commune face à ces personnes ou pas? Oui, je dirais le syndrome de l'imposteur. Le fait de ne pas se sentir à la hauteur, même pour des gens qui ont des business qui fonctionnent, hein. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le syndrome de l'imposteur, c'est pas que pour ceux qui réussissent pas leurs objectifs. Il y a des gens qui réussissent pleinement leurs objectifs, qui arrivent à développer des entreprises qui sont rentables. Ils ont quand même le syndrome de l'imposteur. Et ils ont fait les meilleures formations. Ce qui montre que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, ce qu'on réalise, ce qu'on a pu accomplir. Voilà, c'est quelque chose qui touche plus à l'estime de soi et à la valorisation de qui on est en tant qu'individu. C'est est-ce que est-ce que je me donne de la valeur quand je suis là, que je me regarde devant mon miroir et que j'ai rien sur mon compte bancaire et que voilà, je suis toute nue, je me regarde, juste moi et moi-même. Est-ce que je considère que j'ai de la valeur? Et comment tu arrives pas, alors peut-être pas résoudre, mais à donner des clés, des outils pour ces personnes-là qui sont vraiment pris par ce syndrome de l'imposteur? Alors déjà, on travaille sur la valorisation de ce qui a déjà été fait et accompli, c'est-à-dire prendre conscience du chemin parcouru. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que souvent, quand on a le syndrome de l'imposteur, on va dévaloriser la réussite ou la minimiser. Déjà, juste prendre conscience de ce qu'on a fait, de qui on est, de nos talents, c'est le préalable, avant de construire quelque chose, une stratégie de business. Je ne sais pas si ça te parle, ça déjà, c'est... Si, si, ouais, ouais. Parce qu'on Oui, peut ça me avoir parle. tendance à minimiser déjà notre réussite. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais de bien avant de me dire j'ai pas ça, je me compare, etc. C'est je pars de ce que j'ai. Il y a toujours des choses que je fais bien. J'ai toujours des talents, j'ai toujours accompli des choses. Mais je n'en prends pas forcément conscience. Et c'est important parce que c'est lié aussi à la loi de l'attraction. Je m'explique. Pour attirer plus d'abondance dans sa vie de manière générale, on doit adopter une posture de gratitude face à ce que la vie nous envoie. Si je ne peux pas reconnaître mes talents, mon unicité, tout ce que j'ai fait, qui a apporté à autrui, qui m'a apporté, j'envoie un peu le message à l'univers, ouais, bof, c'est pas super, quoi. Tu me donnes tout ça? Ouais, je m'en fous. Non, mais énergétiquement, c'est ça. Non, bien sûr. Et c'est dur de se dire ça, mais c'est la réalité. Et quand on rééquilibre tout ça, déjà, on ouvre une porte qui permet de recevoir beaucoup plus et qui permet d'interagir et d'entrer en relation avec le monde et avec les autres. Et donc ça, c'est vrai financièrement, mais c'est aussi vrai dans les relations et voilà, dans tout. Dans tous les domaines au final. Et tu penses que c'est dû à des croyances qu'on a ancrées profondément par notre éducation pendant, on en revient toujours à l'enfance, mais est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient de la société? Est-ce que ça peut venir aussi du transgénérationnel, du karmique? Parce que je sais que tu es très intéressée aussi par tout ce qui est transgénérationnel. Bah, des deux, les deux sont liés. Je te donne ma vision des choses, mais effectivement, comme je travaille sur le transgénérationnel et le karmique, j'ai forcément ce prisme-là. Si on rentre dans la matérialité là de ce monde et de cette vie, forcément, ce qui s'est passé entre 0 et on va dire, allez, 8 ans, ça va quand même impacter l'image que tu as de toi-même, la valeur que tu te donnes. Donc, tout ce que tu as vécu avec tes figures parentales, tous les gens qui t'ont élevé, qui ont été importants pour toi, forcément, ça va jouer. Maintenant, il y a des thèses spirituelles et ésotériques qui disent
qu'on a choisi l'expérience qu'on est venu vivre sur Terre et qu'il y a des choses qu'on ne vit pas par hasard. Donc, si je choisis ma famille et des parents comme ça qui me dévalorisent, c'est que mon âme est venue apprendre quelque chose pour grandir. Donc ça, c'est la thèse ésotérique et spirituelle. Ensuite, il y a aussi donc le karmique. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est transgénérationnel, c'est-à-dire dans les lignées de femmes et d'hommes, des mots, des habitudes, presque des identités, des patterns aussi, qui nous sont transmis par nos ancêtres. Donc, tout se mélange. On a un sacré lot quand même, hein. Ouais, et en fonction des individus, il y a des choses qui sont plus ou moins prononcées. Il y a des personnes avec qui je travaille plus sur le transgénérationnel. Et quand je dis ça, c'est pas forcément en thérapie, ça peut être aussi dans le business. Des fois, on sent des nœuds, on sent des patterns qui sont là, mais qui n'appartiennent pas à cette vie. Donc, on va les explorer avec de l'hypnose spirituelle, avec des soins karmiques, pour pouvoir continuer et fluidifier le chemin pour créer son business. Est-ce que c'est un travail qui prend du temps? Est-ce que toi, tu as pu constater, enfin, je suis sûre que tu as dû voir quand même, alors je dirais peut-être pas des miracles, mais vraiment des transformations assez importantes de personnes qui avaient des grosses croyances par rapport à leur business et au final qui ont réussi à déconstruire ça grâce à tes accompagnements, grâce à tes outils de travail. Tu peux nous donner peut-être un exemple, sans mentionner qui c'est exactement la personne, mais Non, sans citer la personne, mais ça peut être plusieurs personnes. Si on prend le cas des hypersensibles, ils vont avoir plus de mal à passer à l'action rapidement. Parce que l'hypersensible a besoin d'intégrer une décision ou un changement dans son corps, même s'il le comprend intellectuellement, avant de passer à l'action. Donc souvent, quand ils viennent me voir, ils se disent ah, il y a un côté hypnose spirituel, un peu ésotérique dans ces accompagnements, donc on va plus travailler sur mon psychisme, sur ma lignée. Sauf qu'avec moi, on passe forcément à l'action. On fait les deux en même temps. Donc, ce qui vient bousculer leurs croyances limitantes, c'est que sur chaque séance, ils vont avoir des choses à faire et à mettre en place très concrètement dans leur business, dans la matière, qui vont voir en fait que ça a des effets directement sur leur business, sur leur communication, sur les retours qu'ils peuvent avoir. Et du coup, ça change leurs croyances, de fait. Parce que déjà, ils se disent, je ne pensais pas qu'on pouvait créer un programme en une séance et demie. Pour moi, il fallait beaucoup plus de temps. Parce que, voilà, non, en fait, on peut, en une séance, on travaille 2 heures, on crée un programme, on le lance. Oui, c'est possible. C'est possible de le lancer et d'avoir des clients pour le nouveau programme. On n'a pas besoin de mettre du temps pour faire les choses. Tu vois, ça, c'est des choses très concrètes qui font qu'il y a des ruptures de pattern à un moment et qui se disent, oh, ma croyance, en fait, qui était que tout ça, ça prend du temps, c'était faux. Et déjà, pour quelqu'un qui est hypersensible, qui a du mal à passer à l'action, qui a du mal à prendre des décisions, c'est énorme. On travaille aussi avec les hypersensibles sur la question du choix et la responsabilisation. Il y a quelque chose que je vois souvent, une peur qui arrive et qui est que les choix sont définitifs. C'est pour ça que les personnes hypersensibles, c'est une croyance qu'ils ont. J'ai remarqué dans les personnes que j'accompagne qui sont hypersensibles, en fait, elles ont du mal à faire des choix parce qu'elles se disent oh, mais si je fais ce choix-là, en fait, il va y avoir ça, etc. Et moi, je leur dis toujours il n'y a aucun choix qui est définitif à part la mort. Et encore, si on croit à la réincarnation. C'est ça. Mais finalement, on peut donner une direction, proposer un service, et puis changer la semaine prochaine, ou changer quelque chose. Tu vois, le rendre plus flexible, en fait. On peut avoir un cadre qui est flexible. Toutes nos décisions ne sont pas permanentes. Toutes les décisions ne sont pas des questions de vie ou de mort. Donc, il faut se détendre et juste avancer pas à pas. c'est ça. Oui, peut-être qu'après le problème, c'est aussi avec notre société ou quand tu vois par exemple, parce que peut-être qu'en France, l'image qu'on a de l'entrepreneur, du business, où on se dit que c'est quelque chose où on peut pas forcément réussir, où c'est quelque chose qui va être compliqué, où on est très attaché peut-être à l'image du CDI, où tu as ton travail et tu restes dans ce CDI pendant 40 ans, jusqu'à ta retraite, si tu as, si t'as une retraite. Et après,
C'est comme pour le couple, quoi, où tu es en couple et bon, tu dois rester jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et du coup, je pense que oui, il y a peut-être cette peur qui est inconsciente de dire, bah, si je fais ce choix, en fait, bah, c'est foutu, je pourrais pas revenir en arrière. Et c'est vrai que, après, moi, j'ai jamais vraiment pensé comme ça. Je me suis toujours dit que s'il y a quelque chose qui me plaît pas ou qui me plaît plus, bah, en fait, je change, tu vois? Et je pense que ça m'a aidé peut-être souvent, dans certaines décisions dans ma vie ou peut-être, je dirais même que des fois je regrettais même de pas l'avoir fait plus tôt parce que je restais peut-être encore dans ce truc ou alors tu sais très bien que c'est pas bon pour toi avec des personnes avec qui j'ai travaillé ou autre. Mais bah, tu restes aussi, oui, parce que je pense qu'avec l'hypersensibilité, il y a beaucoup d'attentes peut-être enfin moi, dans ce que je vois avec d'autres femmes hypersensibles qui sont entrepreneurs, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'attentes dans le monde extérieur, je pense. On est un monde intérieur qui est hyper riche et on n'ose pas trop des fois, tu vois, se fier à ça. Du coup, on va le placer sur l'extérieur et ça en revient au final à ce que tu disais, hein, au tout début, hein. Dans l'attente, dans la reconnaissance, dans OK, je vais attendre ça pour prendre la bonne décision. Donc, tu es en train de tout, de tout analyser. Mais tu vois, c'est pas forcément une tare, c'est la nature des personnes qui ont une forte énergie empathique. Mais si tu le sais, tu travailles dessus. C'est juste que la plupart des personnes ne le savent pas. Mais Ouais. quand moi je rencontre des hypersensibles, même j'ai des amis qui sont hypersensibles, dont une experte qui s'appelle Ronia Monaco d'ailleurs, qui a écrit un livre sur l'hypersensibilité. Et des fois, elle me dit, waouh, mais tu prends tes décisions hyper rapidement. Je dis, oui, mais parce qu'en fait, on n'est pas constitué de la même manière. Moi, je suis en cadre interne, toi, tu es en cadre externe. Donc, ça ne sert à rien de se comparer. Il faut juste partir de sa base, de ce qu'on a, de notre unicité, et on se dit, OK, moi, j'ai tendance à chercher des solutions à l'extérieur de moi. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du leadership personnel à développer. Je ne vais pas changer ma nature. Par contre, pour les grandes décisions de ma vie, pour les grandes décisions de mon business, je peux me dire, OK, là, je fais attention à repartir à l'intérieur de moi, à sonder mon intuition, à savoir ce que je veux réellement, à aller chercher du côté de l'être. Et puis, peut-être pour des choses qui sont, on va dire, plus légères, bah voilà, je m'autorise aussi à être naturelle. Voilà, c'est une question d'équilibre. Ça demande de la connaissance de soi, on en revient toujours à ça, je pense, pour mieux accepter en tout cas le fait qu'on soit hypersensible et pragmatique. Ça, le fait de développer cette connaissance de soi, je pense que ça amène aussi plus de douceur et d'indulgence avec nous-mêmes. De comprendre comment on fonctionne. Bah, c'est pour ça que dans mes accompagnements, la plupart du temps, j'utilise la PCM, des tests de personnalité qui vont nous dire quels sont les mécanismes d'auto-sabotage, quelle est la perception du monde de la personne, comment elle aime interagir, comment elle prend ses décisions. Déjà, c'est une bonne base et qui nous donne une sorte de mode d'emploi, de mode de fonctionnement de la personne. Et après, on voit ensemble et on met des plans d'action par rapport à ça. Ça, c'est mon côté pragmatique. On part de quelque chose de se gagner du temps dans l'exploration de l'être. Ah oui, mais c'est super important. Alors moi, j'avais une autre petite question pour toi. Parce que même si tu es pragmatique, sensible, donc il y a peut-être, voilà, aujourd'hui, tu as retrouvé cet équilibre entre ton yin et ton yang. Est-ce que tu prends aussi en compte ton énergie, alors pas ton énergie, mais le fait que tu sois une femme, ton cycle menstruel? Est-ce que c'est quelque chose qui t'accompagne dans ton business? Parce que on change. Au niveau, on est des femmes qui on est cycliques, l'énergie, elle change. Est-ce que tu t'es reconnectée à ça aussi? Alors, je me suis reconnectée à ça quand j'ai commencé à me reconnecter à mon corps. Parce que moi, comme j'étais dans la surperformance, la surproductivité, j'ai jamais trop écouté mon corps et ma fatigue. Donc, c'est même pas que j'étais fatiguée avant mes règles et que je ne le sentais même pas. J'avais une sorte d'adrénaline, en fait, qui biaisait tout, comme si j'étais dopée, en fait. Donc, quand je suis tombée malade, j'ai commencé à capter ça. Ah, on a un fonctionnement qui est cyclique.
Mais en vérité, ce n'est pas que les femmes. Déjà, tout ce qui est vivant, la nature, il y a quelque chose de cyclique. Donc, il n'y a rien qui se perd, tout qui se transforme. Et c'est pareil avec les règles. Donc, je l'ai pris en compte et il y a quelque chose qui a transformé ce côté cyclique qui, des fois, pouvait me déranger, me dire oh là, j'avais prévu d'être productive et puis je me sens un peu fatiguée, mon cycle commence, etc. C'est de faire du sport, plus de sport. Le sport, au quotidien, ça va vraiment réguler notre système nerveux. Ça va nous donner un boost d'énergie. Alors bien sûr, je prends toujours en compte quand je vais commencer mon cycle pour être dans des activités où j'ai moins d'interactions. Je ne suis pas encore au stade où je vais supprimer mes rendez-vous, etc. Mais je le prends en compte dans mes interactions professionnelles, dans mes interactions avec mon chéri, avec ma famille. Voilà, le seul avec qui je ne le prends pas en compte, c'est mon fils. Mais sinon, j'essaie de le réguler. Et après, il y a quelque chose, comme je t'ai dit, qui m'a apporté énormément d'énergie et qui a tempéré ce côté cyclique. C'est depuis janvier, je fais 5 à 6 séances de sport par semaine. J'ai vu que ça a un effet sur mon système nerveux, mais qui est incroyable. Que je recommande d'ailleurs à tout le monde, et particulièrement aux hypersensibles avec qui j'en ai parlé. Et là, je ne parle pas de yoga, hein, je parle d'une activité peut-être à intensité modérée, qui va permettre d'avoir un vrai effet sur le système nerveux et qui va clarifier les pensées, qui va permettre d'enlever aussi, d'atténuer cette cacophonie intérieure qu'on peut avoir des fois. Ça permet de mieux dormir, ouais, de réguler. C'est un antidépresseur naturel, en fait. Et puis de toute façon, on est fait pour bouger, hein. On est fait pour bouger, mais depuis un certain temps, notre mode de vie, de travail s'est assez transformé et on bouge beaucoup moins qu'avant. Donc, moi, j'ai pris conscience de ça aussi parce qu'avant, j'avais toujours des déplacements. Et puis, avec le cabinet, quand j'ai ouvert, j'ai fait beaucoup de visio. Et il y avait une sorte d'énergie qui était bloquée que j'ai dû faire sortir. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si, si. Je pense qu'en plus, c'est important parce que quand tu as un métier ou humain, relationnel, bah, ça demande énormément d'énergie. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il faut arriver à... En ce moment, je parle beaucoup de routine, le sport, tout ça. Pour moi, ça fait partie d'une routine. Et je pense que quand on est hypersensible, pragmatique sensible, on doit avoir une routine quotidienne parce que notre énergie, elle est importante, parce qu'on donne, enfin je trouve qu'on donne plus que la norme hein, dans ces métiers qui sont comme ça. Et si on n'arrive pas à avoir quelque chose qui va nous réguler bah, par rapport au système nerveux, quelque chose aussi qui va nous créer un ancrage important et qui va aussi quelque part peut-être nous protéger des autres, parce que des fois on peut être confronté à des choses qui sont assez fortes, hein, parce que les gens, bah, naturellement, ils vont se confier à nous. Donc, je pense que c'est très important, ouais, et je suis d'accord avec toi sur le sport, ça aide énormément. Est-ce que toi, tu as une routine justement? Tu as une routine matinale ou est-ce que tu as des rituels? C'est quoi un petit peu, on va dire, ta journée type pour t'aider à être pleinement ancré, avoir une clarté vraiment mentale, émotionnelle et à pouvoir être on va dire, au plus haut de tes capacités? Alors, il y avait déjà le sport. Oui, je veux dire vraiment mes périodes de haute performance. Voilà, là, je suis dedans, par exemple. C'est une journée où je me lève très tôt. Je peux me lever à 4h30, 5h, parce que j'aime avoir ces moments où les enfants vont dormir, où c'est très calme dans la maison. Et je vais me réveiller, je n'aurai pas de mail, je n'aurai pas de sollicitation extérieure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je suis quelqu'un de matinal, hein. Donc, je me lève, je prends le temps de me réveiller. Et après, soit je fais des étirements, pas du yoga, soit des étirements pour me réveiller. Je passe de l'eau froide sur mon visage et je prie ou je médite. Généralement, je prie, parce que la méditation, aussitôt, ça me fait dormir. Donc, la prière, ça peut être quelque chose de très calme, où je vais rentrer en relation avec Dieu, ou quelque chose de beaucoup plus dynamique, où je vais être dans la louange. Ça veut dire, je vais parler en langue, je vais avoir des chants religieux, de louanges, voilà, c'est très dynamique. Et là, je sais que ma journée, elle est au max, quoi.
Et après, je commence un peu à travailler sur soit des trucs que j'ai pas envie de faire. C'est bizarre, hein, mais souvent on dit, mais il faut commencer par ce qu'on a envie de faire. Bah non, il y a des trucs, des fois, j'ai pas du tout envie de les faire. Si je le fais le matin à 6 heures, je prends une demi-heure. Dans la journée, je te prends 3 heures. Le matin, c'est plié en une demi-heure. Et ça m'enlève une charge mentale. Là, j'ai capté ça il n'y a pas si longtemps que ça. Après, ben, je m'occupe de mon fils, je l'amène à l'école, je vais au sport très tôt et je commence ma journée de travail. Voilà. Si possible, je ne travaille pas le soir parce que je me lève tôt. Donc ça, c'est vraiment, là, je vous décris mon planning idéal que je fais depuis le mois de janvier. Ouais, donc ça te fait quand même, des sacrées journées, hein? Des belles journées remplies. Ouais, mais c'est très agréable parce que déjà, j'ai une sensation de bien-être, de satisfaction parce que j'arrive à nourrir ma spiritualité le matin. J'arrive à me reconnecter à mon corps et travailler ma qualité de présence et pas mon ancrage au sport. Parce qu'en tant que pragmatique sensible, je suis très ancré. Donc l'ancrage, ce n'est pas mon problème. Ce que je dois travailler, c'est ma qualité de présence. Quand je suis là, je suis pleinement là. Je suis pleinement connecté au vivant. Je suis pleinement connecté à mon environnement. Je suis pleinement connecté à mes sensations corporelles. Et déjà, juste ça, et commencer à travailler après, bah, je suis au max, en fait. C'est tellement de satisfaction que là, ça a l'air d'être chargé quand on en parle. Mais je veux dire, avant, j'avais des journées qui étaient beaucoup plus chargées. Je travaillais 60 heures par semaine, je ne faisais pas de sport le matin. Des fois, si j'avais la foi, je priais ou je méditais. C'était très compliqué. Je faisais 2 heures de voiture. J'avais une très longue journée. J'étais stressée parce que je me disais, mais j'ai pas le temps de m'occuper de mon fils. Je rentrais, je faisais à manger, le ménage. Enfin, c'était un enfer. Mais c'était un enfer que j'avais construit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, bien sûr. finalement, tu peux avoir des journées qui sont très chargées, mais où tu fais que des trucs que tu kiffes. Après, quand j'ai des séances avec mes clients, je vois qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a des libérations, que les gens se sentent mieux, qu'ils développent leur business, qu'il y a des libérations sur des liens karmiques. Quand tu assistes à ça, ça ne peut que te donner de l'énergie. Ouais. Parce que je me suis déjà donné du temps le matin. Donc en fait, c'est hyper cool. Parce qu'il y a une partie qui est bah déjà, je me dis, waouh, je participe à ça, je collabore à ça, et en plus, j'assiste à ça. C'est tellement beau, c'est tellement émouvant, c'est des rencontres d'âme à âme. Ça te nourrit. Ouais. Tu finis ta journée, t'es bien, quoi. Tu te fais, ah, voilà. Et puis, il y a des semaines où c'est plus difficile, où je vais sauter la partie du matin, mais dès que je me réveille pas plus tôt que le réveil de mon fils, je sais que je vais passer une mauvaise journée, entre guillemets. Ouais. Parce que j'ai pas pris assez le temps de me recentrer, j'ai pas pris assez le temps de me protéger aussi énergétiquement. Et là, ça peut faire des dégâts. Parce que n'oublions pas que, oui, j'ai une partie mentoring, business et carrière, mais j'ai aussi des pratiques qui sont très spirituelles. Donc pour moi, le fait de faire du sport, de prier et de se protéger énergétiquement, c'est une partie intégrante de mon travail. Des fois, j'ai mon chéri qui me dit, je lui dis, waouh, j'ai pas le temps de faire ça et tout, pour des trucs de notre vie perso. Et il me dit, oui, mais regarde, tu vas au sport, tu pourras enlever ça. Je dis, non, mais en fait, le sport, c'est pas négociable. Moi, je dois avoir un mindset et une santé qui est au top. Tu vois, j'ai des séances où, par exemple, en hypnose spirituelle, bah, j'ai des entités qui apparaissent. Bah, je dialogue avec des entités. Faut être ancré, quoi. Faut être ancré, faut être protégé, faut pas être malade, faut pas. Donc, je dis ça en rigolant, mais ça demande une hygiène de vie. Je suis Bien pas là à sûr. picoler ou à fumer ou à. Je ne juge pas les personnes qui font ça. Je dis par rapport au mode de vie que j'ai, par rapport à comment je suis venu contribuer, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas envie de le faire, mais je ne peux pas le faire. Parce que déjà, ça serait dangereux pour moi, spirituellement et énergétiquement. Ah oui, c'est quelque chose qui convient pas de tout simplement, mais ça, au final, bah, c'est aussi encore une fois avec la connaissance de soi et puis après, bah, avec le choix aussi, bah, de ton métier quoi où, après ça revient aussi à incarner au final, bah, ce qu'on fait, ce qu'on prêche, je dirais. Sinon, bah, c'est du coup, bah, on est un imposteur. Enfin, je veux dire, si tu fais pas, ce que tu dis, je vois pas en fait, l'intérêt, de vouloir faire ce genre de métier en tout cas.
Bah, c'est surtout, Jen, que ça te demande beaucoup d'énergie, parce que pour tous Ah, ceux mais qui carrément. faire semblant d'avoir une identité, ça vous demande beaucoup plus d'énergie que être qui vous êtes. C'est Ça, c'est clair. vraiment le spoiler alerte, quoi. Si vous, si vous avez conscience de ça, vous n'allez pas perdre votre temps à être quelqu'un d'autre. Soyez juste vous-même, surtout quand vous êtes entrepreneur. Et encore une fois, là, ce que je dépeins, c'est le résultat d'années. Ouais. D'années d'exploration, d'années de travail, de pleurs, de moments de grand down, de moments de haut, de réussite, mais aussi des trucs, des expériences plus désagréables ou tu vois, alors peut-être pas des échecs, mais des choses que je n'attendais pas et qui ont été désagréables. Pour tous ceux qui nous écoutent, prenez bien conscience que là, c'est l'arrivée le 29 mars 2023 quand on enregistre. Ça prend du temps et je pense que des fois, après, on a tendance à croire que le chemin, en tout cas, de la spiritualité, du développement personnel, que c'est facile et que la guérison, bah, ça se fait aussi, tout aussi facilement, alors que des fois, bah, ça prend énormément de temps. Je pense que c'est pour ça, voilà, qu'on dit que c'est le chemin de toute une vie et à chaque fois, on est en perpétuelle évolution. Mais des fois, ça peut être pour certaines personnes assez frustrant parce que on est peut-être aussi dans une société où on veut tout, tout de suite et ça crée de l'impatience. Une des clés du leadership personnel, c'est de savoir orienter son attention et sa concentration, mais consciemment. La plupart des gens vont être dirigés par leur inconscient. 95% de nos actions sont dirigées par l'inconscient, donc par ce qu'on refoule, par nos expériences vécues, malheureuses et heureuses. Notre cerveau va toujours faire des liens quand on vit une situation. Une des clés du leadership personnel, c'est de se dire sur quoi je me concentre dans ma journée. Est-ce que je me concentre sur mes objectifs, mon rêve? Et dans ce cas, je vais me concentrer sur des choses qui sont agréables. Je vais avoir des interactions qui sont différentes. Je vais faire des choix qui sont différents. Ou est-ce que je me concentre sur les circonstances, sur ce que je n'ai pas, sur ce qui est désagréable, etc. Et c'est ça qui fait la différence entre un leader et quelqu'un qui doit développer son leadership. Comment j'oriente mon attention? C'est vraiment une des clés pour moi du leadership personnel. Et de sur quoi tu orientes ton attention va dépendre comment tu utilises ton énergie. Puisque forcément, quand tu orientes ton attention sur quelque chose, tu vas beaucoup donner d'énergie à cette chose. Oui, ça te reconnecte à ton moi, je parle beaucoup de pouvoir, personnel, en tout cas, c'est au final retrouver ta responsabilité, et te dire que en fait, bah, tu peux, construire ce que tu as envie, dans ta vie, professionnelle, mais personnelle. Mais après, bah, il y a que toi, en fait, aussi qui peut, bah, le créer, au final et moins placer, peut-être ton pouvoir personnel dans le monde, extérieur. Et je suis complètement d'accord. Ouais, ce qui manque après peut-être aux gens, ce sont des clés très pratiques comme ça. Comment j'oriente mon attention. Moi, c'est quelque chose que je ne savais pas avant. Et quand on te le dit, tu te dis, ah bah oui, bah effectivement, comment j'oriente mon attention. Et c'est une des clés, comme je te disais, du programme en ligne que je vais développer, parce que moi, je fais plutôt de l'accompagnement haut de gamme, mais je me suis aperçue que j'avais envie de partager des choses qui, pour moi, sont des basiques, pour que ça soit accessible à tout le monde, sans forcément être là. Parce que ça me demande aussi de l'énergie quand j'accompagne quelqu'un. Et bah, j'ai pensé à faire un programme en ligne qui sortira dans quelques semaines et qui sera accessible en fait. Mais vraiment avec les bases du leadership personnel que tout le monde devrait avoir. On va parler par exemple des relations toxiques, de comment reprendre le pouvoir de sa vie, voilà, de tout ça. Pour n'importe quel objectif. Pas forcément pour l'entrepreneuriat. C'est en gros, j'ai une vision en tant que leader. J'ai envie d'aller quelque part. J'ai aussi envie de partager avec le monde comment je reprends le pouvoir de ma vie, avec des choses qui sont très concrètes et pas juste des concepts qu'on n'arrive pas à appliquer, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est de ça qu'on a besoin au final, hein, parce qu'on peut vite, se perdre. Bah, c'est pour ça que j'avais envie de partager ma vision pragmatique. Je me suis dit, je vais proposer, je vais proposer des modules, des concepts et à appliquer directement. Qu'est-ce que je peux appliquer directement? Pas à pas.
Ah sans ouais. sacrification. J'ai trop hâte, Edmé, parce que moi j'adore ton travail, hein, vraiment, hein, ça, tu m'inspires beaucoup. Tu es une femme qui est très très inspirante. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Alors je regarde un petit peu le temps parce qu'au final cette conversation devient tellement intéressante, même depuis le début, qu'on pourrait y rester pendant des heures parce que je sais qu'en plus tu aimes bien. Edmé elle a son podcast aussi. Justement je mettrai les notes dans l'épisode. Donc je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures tellement c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais nous recommander, alors moi je te recommande déjà ton podcast qui est vraiment super, mais est-ce que toi tu peux nous recommander peut-être un livre, un podcast aussi, si on reste vraiment sur le côté leadership, entrepreneur, business, qu'est-ce qui t'a aidé ou qu'est-ce qui a vraiment peut-être même éclairé, grosse prise de conscience ou autre? Alors, en podcast et en tout ce qui est leadership et business, aucun. J'en connais aucun. Euh, il y a des podcasts que j'ai pu écouter, mais qui sont hyper young. Donc, tu vois, c'est marrant que je te dise ça pour une pragmatique sensible, mais ça m'a pas dérangé, mais il me manquait ce côté sensible, en fait, que j'ai pas du tout trouvé dans les podcasts. Et pour les livres, côté business, hein, tu dis, hein. Ouais, ça peut être aussi même dans le développement personnel ou spirituel, mais qui t'a aidé toi en tout cas dans le business en tout cas. Alors, le côté spirituel et développement personnel, je dirais le livre de Joe Dispenza qui s'appelle Devenir super conscient, qui Ouais. explique quand même pas mal, j'en parle dans mon podcast, dans plusieurs épisodes, qui explique quand même pas mal le fonctionnement du cerveau, de la conscience et comment on arrive à utiliser sa conscience et à ses capacités extrasensorielles. Parce qu'il y a un côté très pragmatique, scientifique et en même temps ésotérique. On comprend le fonctionnement de nos réactions. Ouais. Je dirais ce livre, mais c'est plus du développement personnel. Et en business, peut-être, je dirais un livre, alors je ne me rappelle plus de l'auteur, mais c'est La théorie de l'océan bleu, qui nous aide Ok. à sortir du cadre et à créer en fait un marché dans le marché. Je te donne un exemple. La personne qui a créé les chips Springles, Oui. tu vois ce que c'est les chips qui ne Ouais, ressemblent pas à ouais. des reconstitués. Le marché de la chips était déjà saturé. Et lui, il s'est dit, bon, bah, je vais récupérer des déchets de pommes de terre, je vais reconstituer une chips, et puis je vais créer une nouvelle chips. Donc, il crée un marché à côté du marché qui est déjà saturé. Et c'est un livre, en fait, qui éveille notre conscience à voir les opportunités dans des choses qui sont déjà complètement saturées et connues. Comment je peux apporter un regard nouveau et être un petit peu en décalage et créer un nouveau marché. Je connais pas du tout ce livre. Ça a l'air super. Mais moi, celui sur Joe Dispenza, bah, je l'ai lu aussi. Et je le trouve vraiment génial et je pense que c'est un livre qu'il faut garder et qu'il faut relire aussi plusieurs fois pour bien s'en imprégner. Ouais, t'as des livres. Tu as raison de le préciser, c'est pas un livre qu'on lit comme ça à la va-vite, hein. C'est un livre où on prend un surligneur, on regarde les parties qui nous intéressent, on y va en profondeur, on revient. Ouais, ouais, super. Et on va noter du coup, on va les noter aussi dans la description. Où est-ce que l'on peut te retrouver et comment on peut travailler avec toi du coup? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, sur LinkedIn et aussi sur mon site. Mes réseaux sociaux, c'est edme-dena. Mon site, c'est cinelli.fr. Et pour les gens qui veulent travailler avec moi, ben, il y a un préalable, c'est d'avoir fait un premier travail de développement personnel, puisque mes accompagnements sont un petit peu costauds et voilà, ça bouscule un petit peu. Donc, faut être prêt à se rencontrer, mais avoir fait un travail de développement personnel après. Et moi, j'accompagne vraiment sur les business conscients, la carrière consciente et tout ce qui est transgénérationnel et karmique. Ok. Et t'accompagnes en individuel? Oui, j'accompagne en individuel. Le seul collectif que je vais, entre guillemets, proposer, c'est les formations en ligne, où là, je ferai peut-être des conférences sur le thème des formations que je vais proposer. 2023, donc j'ai la formation sur le leadership personnel qui sort. J'ai une formation sur l'intuition, une formation pratique sur l'intuition qui va sortir.
et une formation qui va former les accompagnants et les coachs à faire des bilans de compétences holistiques. Super. Ah, ça m'intéresse beaucoup parce que moi j'ai lancé mon accompagnement aussi individuel éclosion où c'est justement je fais un bilan holistique au début. Donc je vais suivre ça de tout près. Mais je te remercie beaucoup pour ton temps et pour ce moment qui était vraiment très très enrichissant. Et je te dis à très très bientôt. Merci.